cours de la prochaine demi-heure, on se demande à quoi ça ressemble vivre en CHSLD à l'âge de 54 ans. C'est la réalité que vit au quotidien Daniel Pilote. Les CHSLD sont très souvent au cœur de l'actualité. Aujourd'hui, on donne la parole à quelqu'un qui y vit. Alors, je me suis déplacé dans un CHSLD pour aller réaliser cette entrevue avec M. Daniel Pilote. Pour donner une voix, finalement, entendre ces gens dont on parle si souvent dans l'actualité, sur lesquels on fait des reportages, il y a des spécialistes qui viennent, il y a des porte-paroles qui viennent, mais on a rarement l'occasion d'entendre les gens qui vivent là. Pour une partie, il y a des gens très âgés, un certain nombre ont des problèmes cognitifs. Daniel Pilote, lui, a des problèmes de motricité, des problèmes qui l'amènent à avoir perdu son autonomie, sa mobilité. Il a toute sa tête, il est un type qui est diplômé, qui était actif sur le marché du travail jusqu'à ce que sa santé le force, après avoir tout essayé, puis le maintien à domicile, sa santé le force dans la jeune cinquantaine à se retrouver dans un centre hospitalier de soins de longue durée. On va vous présenter ça aujourd'hui. On va aussi... aujourd'hui et demain, on a divisé ça en deux temps. Le type est aussi le porte-parole du comité des usagers de son centre. Il va participer à une commission parlementaire la semaine prochaine. Donc demain, on va regarder ce volet-là. En tant que porte-parole, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il souhaite comme changement, comment il voit les problèmes. Aujourd'hui, on parle de son quotidien dans les CHSLD. On va écouter ça. À quoi ça ressemble la journée? À quoi ça ressemble la semaine? Comment vous vivez ça au quotidien? Le matin, on vient me donner les premiers soins. D'accord? Donc, moi, vu que j'ai des problèmes avec une trachéo, on doit changer et je dois avoir des soins tous les matins. Donc, je suis branché toute la nuit avec un respirateur. Et puis, j'ai pas de problème, ça. Je dors très bien. Et puis, une fois que je suis réveillé, je reste dans mon lit environ une couple d'heures et je regarde un peu qu'est-ce qui se passe à la télévision. Et puis à 8h30, ils viennent me lever officiellement, me donner mon hygiène quotidien. Bon, ça fait partie du quotidien. L'hygiène, c'est discuté partout. Les bains, le temps disponible, les bains, pas de bains. Vous le vivez comment, vous, la question de l'hygiène? Oh là là, ça, c'est une bonne question. Écoutez, moi, quand je veux prendre un bain, OK? Quand j'étais à la maison, j'avais le temps et on prenait le temps de le faire. Il n'y avait pas de stress. Mais ici, je ne prends pas de bain. Mais jamais? Ça, jamais. C'est une décision personnelle, ça. Moi, je veux prendre un bain, un vrai bain. Pas 15 minutes, là, tu sais. Je veux prendre un bain. C'est minuté, le personnel a un temps assez... C'est ça qui arrive. Le minutage fait... Ça, c'est une maltraitance pour moi. Tout est minuté ici? Oui, bien sûr. Mais dans tous les centres? Bien, c'est sûr. Écoutez, quand vous avez plusieurs personnes à vous occuper, il y a un temps alloué quand même pour rester 3 heures au même endroit. Il faut penser aux autres aussi, là. La bientraitance serait qu'on ait un temps plus élevé pour chaque usager. Oui, avec Jeff. Alors, je suis avec Danielle Chalifou, infirmière, avocate spécialisée en droit de la santé et présidente de l'Institut de la planification des soins. Bonjour. Bonjour. Votre réaction à ce que vous entendez? Ma réaction, mon Dieu, vous permettrez à une vieille infirmière tout d'abord de regretter les temps où on donnait les soins aux patients selon leurs besoins et non pas selon des minutages. Ça a déjà existé, ça? Oui, ça a déjà existé. On l'oublie, oui. On s'en souvient plus, ça a déjà existé. Non, puis ça fait pas si longtemps que ça, parce que moi-même, je l'ai fait, puis j'ai quand même pas l'âge de Mathusalem, là. Et alors, c'est tellement différent maintenant, avec l'introduction des méthodes de gestion. Je sais pas si vos auditeurs, vous êtes au courant, là, des lean management ou des méthodes Toyota qui font qu'on décortique tous les actes, on les minute, et là, tout le personnel travaille à l'intérieur de ça, comme sur une chaîne de montage. Selon cette méthode-là, si l'employé ne fait pas l'acte dans le nombre de minutes prévues, c'est comme l'employé qui est en défaut. Exactement. C'est pas qu'il a donné un meilleur soin,
C'est qu'il est en défaut de la méthode. Bien, on dit qu'il doit justifier le fait qu'il n'a pas fait son travail dans les temps requis. Alors ça, c'est une méthode qui a été instituée pour des chaînes de montage et on tente de l'appliquer dans le milieu de la santé. Et ça fait déjà quelques années que c'est impliqué un peu partout. D'ailleurs, les syndicats même le dénoncent parce que c'est au détriment et des employés qui travaillent sur un stress et une pression assez remarquable, et aussi des patients qui font que ben, vous avez 6 minutes pour ça, puis vous avez 2 minutes pour ça, puis vous avez 8 minutes pour ça. Alors, ce qui fait que monsieur qui veut un bain, qui veut se prélasser un peu dans son bain pour avoir un peu de bien-être, là, ben, c'est quasiment pas possible de le faire comme ça. Donc, à vous écouter, quand M. Pilote dit dans l'entrevue tout est minuté ou quelque chose du genre. Il a raison. Ça ne vous surprend pas, vous, là? Ça ne me surprend pas du tout. C'est le fameux lean management. C'est comme ça que c'est pris. Oui. Le cas des gens là, de moins, je ne peux pas dire de 65 ans, 60, donc des gens qui sont comme lui, puis il y en a même à 30 ans. Oui. Dans quelques cas, c'est des accidents, dans d'autres cas, c'est des maladies là, dégénératives, lui, c'est la dystrophie musculaire. Est-ce que c'est le bon endroit? Lui, il dit, j'ai été forcé, c'est la dernière place à mon âge, j'aurais voulu venir, c'est un CHSLD. Est-ce que c'est pensable d'avoir des centres pour ces gens-là? Est-ce que c'est pensable d'investir massivement en maintien à domicile? Ou est-ce que c'est, par défaut, c'est le seul endroit où ils doivent finir, les CHSLD? Bien, écoutez, ce qu'on peut dire, c'est que les CHSLD, qui ont une clientèle excessivement lourde au niveau cognitif en général maintenant, la grande majorité des gens qui sont là souffrent de confusion, maladie d'Alzheimer, ce n'est pas la place d'une personne jeune en pleine possession de ses moyens, même si elle est handicapée. Ça, c'est sûr. Parce qu'une personne comme lui, là, qui est diplômée dans le domaine économique, Oui. qui est conscient de tout ce qui se passe, qui est actif, qui lit, qui est sur son ordinateur, si les 3-4 personnes des chambres à côté de tous sont toutes en Alzheimer... Il devrait être en maintien de... Selon moi, il y a deux possibilités. Il pourrait être en maintien à domicile. Est-ce qu'on en fait assez en maintien à domicile? On n'en fait pas assez en maintien à domicile, c'est sûr. Puis il y a des normes, là encore, là, les quotas, là, qui font que dès que vous avez besoin d'un certain nombre de soins par semaine, d'heures de soins par semaine, Ben, lui, c'est ça qui est on ne veut pas vous donner les soins à domicile, à moins, puis ça, j'en ai représenté des gens qui ont fait vraiment des pressions importantes, puis qui sont allés dans le public pour tout ça, pour dénoncer, qui ont réussi à en avoir plus. C'est possible, mais il faut travailler très, 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 très fort. Ou bien des ressources intermédiaires aussi. Aussi, oui. Toute la question, dans l'entrevue, on en a présenté un extrait, mais dans un autre moment, il me dit qu'il est dans une situation où il doit se battre pour obtenir ses soins. Puis il ne passe pas contre le personnel, c'est plus contre le système dans son ensemble qu'il exprime. Et moi, ça m'a donné la réflexion. Bon, lui, il est capable de se battre, pas physiquement, mais je veux dire, il est capable d'argumenter, d'expliquer, de demander. En l'entendant dire ça, je pensais à tous les autres, là, certains cas qui sont perdus, un peu perdus ou complètement perdus, ceux qui ont pas ou peu de famille, pas ou peu de visiteurs, donc ils ne demandent rien, qui savent à peine qu'ils sont là. Ces autres, ils ne peuvent pas se battre fort pour obtenir leurs soins. Vous voyez où je veux en venir, ils sont vulnérables. Ils sont d'autant plus vulnérables qu'ils ne peuvent pas faire valoir leurs droits, à moins que ce soit quelqu'un de la famille qui s'y intéresse directement. Mais il y en a qui ont un suivi familial proche, il y en a qui c'est loin. Là. Souvent, il n'y en a pas, c'est ça, exactement. Donc là, alors, ces gens-là sont doublement pénalisés. On ne le saura jamais. On ne le saura jamais, mais disons qu'une petite lueur d'espoir avec la loi dont vous parliez tout à l'heure, là, pour contrer la maltraitance. La loi 115. C'est ça. Vous croyez-vous à cette approche-là, une loi sur la maltraitance? Parce que même M. Pilote va être là à la commission parlementaire la semaine prochaine, on va les exprimer là-dessus. Là. Bien, moi, j'y crois dans le sens que, vous savez, des lois, c'est facile de rédiger une loi, puis de l'adopter. Il s'agit toujours de savoir comment elle va être appliquée, la loi. Mais dans la loi sur contrer la maltraitance, il y a quand même possibilité de dénoncer pour toutes sortes de personnes. Il y a un rôle accru pour les protecteurs de citoyens et les gens qui sont aux plaintes dans les institutions, qui vont pouvoir regarder le cheminement d'une plainte ou qui vont pouvoir accepter une dénonciation. Puis la dénonciation va être faite de façon anonyme. C'est toutes des choses qui peuvent améliorer en autant que, évidemment, ce soit bien appliqué avec jugement. La question de on parle d'une loi sur la maltraitance. La question de la maltraitance, je dirais, il y a comme deux volets. Il y a le volet que je vais qualifier de simple. Je veux dire, l'employé malveillant frappe, fait tomber un patient ou le prive de son verre d'eau, ne donne pas les soins de base. Ça, c'est la maltraitance, appelons-la simple. La maltraitance plus complexe, puis M. Pilote, quand on l'écoute parler, là, il parle de ça, il dit il y a la maltraitance, il appelle ça la maltraitance systémique, c'est-à-dire
Si dans le système de santé, on donne seulement 4 minutes au préposé pour te donner ton repas, ou X minutes pour ton bain, ou qu'on ferme les lumières trop tôt alors que tu n'es pas prêt à te coucher, ou qu'on ne respecte pas dans le milieu de vie ta vie, ça, c'est une maltraitance. C'est pas un employé qui te donne un coup. C'est le système qui est organisé d'une façon que tu es toujours maltraité. Ça, la loi, je peux me tromper, mais la loi ne couvrira pas ça, là. C'est-à-dire que la loi ne couvrira pas ça. La loi prévoit que tous les établissements vont faire des politiques, puis vont adopter des politiques par rapport à la maltraitance ou à la bientraitance. Puis dans les définitions de la maltraitance, on parle aussi d'omission. Hein? On ne parle pas simplement d'avoir fait un acte intentionnel, d'avoir volé quelque chose, d'avoir maltraité. On inclut les omissions. Et l'Organisation mondiale de la santé définit la maltraitance comme toute atteinte à la dignité des personnes. Donc, si on applique ces principes-là, ben, il n'y aurait pas de place pour la maltraitance systémique. Mais entre vous et moi, la maltraitance systémique vient de quoi? Vient des restrictions budgétaires, des politiques qui sont appliquées, comme on disait tout à l'heure. Ça sera pas facile de changer cette philosophie ou mentalité-là. On a l'impression, on sent qu'il y a une volonté d'amélioration, de changement. Le gouvernement fait cette commission la semaine prochaine. Il y a eu, l'année passée, on a vu à la fin d'année les menus, supposément les nouveaux menus. Donc on sent qu'il y a une volonté les forums aussi. Là, les forums. Le ministre Barrette nous fait plein de promesses. Oui. Mais en même temps, dans la même année 2016, si on résume cette année-là, on nous a parlé des patates en poudre, on nous a parlé des couches qu'on ne changeait pas, qu'il y avait des quotas. On a l'impression qu'on part de bien loin, là. Oui, vous avez raison. Puis je fais le lien avec les systèmes dont on parlait tout à l'heure, là. Puis c'est de mettre aussi, moi ce que je trouve qui est un peu dommage, c'est qu'on met les préposés finalement sur la sellette, parce que si jamais la préposée trouve que il y a matière à changer, disons, la couche plus souvent d'une personne, parce qu'elle va faire des plaies de lit, etc. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on est justifié de ne pas attendre. Ça pourrait être reproché à l'employé, ça. Tu utilises trop de couches, tu changes trop souvent, oui. Oui, exactement. C'est parce qu'elles ont peur que ça leur soit reproché. Alors, vous comprenez, elles ne le font pas à ce moment-là. Elles se sentent vraiment dans une situation très, très délicate par rapport à ça. Parce qu'il faut justifier à chaque fois. La couche n'était pas pleine, je l'ai changée parce qu'on a peur qu'ils fassent des plaies de lit. Comprenez-vous? Il faut justifier. Il faut justifier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir, M. Au revoir.